L'homicide est l'action de tuer, de stopper, d'arrêter la vie d'une personne. Très souvent, l'homicide est rejeté, inenvisagé, parce que c'est la transgression d'un code moral présent dans la société. Bonjour à tous, ici Mehdi de Nihonbashi. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'homicide dans Hunter x Hunter. Si l'on parle du meurtre dans Hunter x Hunter, ce n'est pas pour parler du processus, mais plutôt du meurtre comme une démonstration pure et simple de la gestion des principes moraux chez l'individu. Avant de débuter véritablement l'analyse en tant que telle, ce qui est intéressant, c'est d'abord de savoir pourquoi Hunter x Hunter est si particulier concernant cette question. Comment le meurtre est perçu dans le shonen neketsu? D'abord, faisons un peu d'histoire. Comme chaque personne le sait, le manga japonais comme nous le connaissons aujourd'hui, c'est d'abord construit autour d'un contexte très spécial. Après 1945, sous la domination américaine, le manga japonais va de plus en plus développer un engagement politique, le pacifisme. Ça va être notamment la base du manga japonais comme nous le connaissons aujourd'hui. Parce que derrière ce pacifisme se cache une société japonaise traumatisée par la guerre. Si l'on doit citer des auteurs ou des mangas qui sont intéressants de par cette prise de position politique qui est le pacifisme, on a déjà Astro Boy. Sans rentrer trop dans l'analyse, Astro Boy est un petit garçon cyborg possédant déjà une base morale bien établie. Il sait qui est méchant, qui n'est pas méchant, et c'est ce qu'il doit faire pour protéger les gens. Sinon on a Igaguri-kun, voire d'autres mangas de sport qui vont aussi s'inscrire dans un idéal moral, et par conséquent ils vont promouvoir certaines valeurs comme l'amitié, la justice, le respect de l'autre, le fait de ne jamais abandonner, etc. Clairement, le manga japonais s'est construit autour d'un spectre moral qui dirige toutes ses œuvres. Le Shonen Jump poursuit cet idéal. Il faut comprendre qu'au-delà de la guerre, c'est bien le meurtre en lui-même, l'action de tuer, qui est proscrite par ces mangas. En fait, l'action même de tuer ou de ne pas tuer fait de toi un personnage qui va te différencier du bon ou du mauvais. Et ça, le Shonen Jump va reproduire cette construction morale. Et ça se voit dans plein de mangas de Shonen Jump. Dragon Ball, City Hunter, Kenshin le Vagabond, Senseiya, JoJo's Bizarre Adventure. Kenshin le Vagabond et City Hunter sont de très bons exemples. Les deux personnages que sont Batosai et Ryo sont des personnages issus de contextes violents. Ainsi, ils ont déjà tué. Ils ont déjà été de l'autre côté du spectre moral. Batosai, par exemple, est un ancien assassin qui par la suite se refuse à tuer. Ryo, lui, est ce qu'on peut appeler un ancien enfant soldat qui va lui aussi se stopper de tuer. La tentative du meurtre de Saori enfant dans Senseiya est avant tout une preuve de la folie mais aussi du basculement de Saga du bon vers le mauvais. Dragon Ball s'inscrit aussi dans cette idée. Le combat entre Freezer et Goku est un combat avant tout moral, entre un destructeur, un tueur, un génocidaire, et Goku qui incarne les valeurs du Shonen Jump. Mais elle permet aussi de se questionner sur un élément qui est la légitimité. L'action de tuer n'est légitimée que s'il y a obligation de tuer. On sent déjà que le propos est un peu plus nuancé. Il existe des situations où la morale exige le meurtre et des situations où le meurtre est moralement proscrit. Dragon Ball se situe aussi dans un contexte particulier où la mort n'est pas véritablement synonyme de fin. De ce fait, l'action de tuer est atténuée moralement. Naruto et One Piece représentent aussi de bons exemples malgré un propos plus nuancé. Il y a cependant un autre fait intéressant. Lors de l'arc Impel Down, pour sortir de la prison, Luffy libère des milliers de prisonniers et notamment des dangereux criminels, des voleurs, etc. Des personnes moralement condamnables, mais à aucun moment le manga aborde cette problématique, ne remet en cause le geste de Luffy. Lorsque la morale, le juste, se heurte aux ambitions et à la situation de ces personnages, dès lors, l'auteur contourne ou évite de confronter son œuvre à ce problème. Si les autres mangas du Shonen Jump ont un rapport plus sain à la morale, Hunter x Hunter s'en détache par une relation plus complexe. Cela nous amène à nous poser une deuxième question. Comment l'homicide prend sa place dans Hunter x Hunter? Tout au long de la lecture, la majorité des personnages sont mus par un désir de meurtre. Il existe par conséquent une récurrence de l'acte qui entraîne une accoutumance chez le lecteur. Et ça commence dès le début. Dès le premier arc, lors de l'examen Hunter, on voit Hisoka tuer à tour de bras des hommes de l'examen sans aucun scrupule. De même pour Killua, que l'on voit tuer à de multiples reprises ou même lors de certaines épreuves de l'examen. Le meurtre est admis.
Ce qui est relativement intéressant à signaler, c'est que pour que ces personnages ne tuent pas à tour de bras, Togashi ajoute un élément stratégique très important durant les combats, le nen plus fort après la mort. À cet effet d'accoutumance, par redondance de l'homicide, s'ajoute aussi une volonté de l'auteur de l'utiliser à des moments stratégiques intéressants. Le meurtre dans Hunter x Hunter, contrairement à ses contemporains, ne se situe que très rarement au moment du climax. Uvo meurt au début de l'arc Shin City, Kaito meurt bien avant le climax de l'arc Chimera Ants, le meurtre de Charnolk et Korotopi ne constitue eux aussi pas le climax de l'affrontement entre Hisoka et Chrollo. Si je devais résumer un peu le propos, c'est que le meurtre peut se passer à chaque instant de l'intrigue. Elle n'est jamais véritablement sacralisée, elle n'est pas forcément la résultante d'un momentum. Mais surtout, questionnons-nous sur les conséquences du meurtre pour les personnages. Ce qui est d'autant plus étonnant, c'est l'importance qu'elle reflète socialement. Le meurtre n'a aucun impact sur la perception que les autres personnages ont des bourreaux. Killua qui tue de manière horrible un des condamnés à mort n'est jamais remis en question pour le caractère purement éthique de l'acte. Lorsque Killua tue aussi 2 autres des passagers, on s'en fout. De même pour Hisoka qui tue plein de personnages de manière gratuite, mais qui ne se fait réprimander dès lors qu'il porte atteinte aux organisateurs. Il n'y a aucun jugement moral sur ces personnages. Et par rapport à ce jugement, il y a 2 cas relativement intéressants que l'on peut faire dans notre analyse. La famille Zoldyck. C'est un exemple vraiment marquant de notre analyse. Les Zoldyck sont une famille d'assassins mondialement connus, mais que le manga présente de manière très particulière. Bien qu'assassins connus de tous, ils ne sont jamais remis en cause dans leur agissement, à la fois par la police judiciaire, ou même dans la vie publique qui considère les Zoldyck comme une partie du patrimoine du pays, un haut lieu touristique. Cette différence de traitement se poursuit avec le cas des Hunters. Ce que l'on peut savoir de la société globale de Hunter x Hunter, c'est que le meurtre reste un tabou de par les réactions qu'elle provoque du grand public, mais aussi par l'existence de républiques, d'États gouvernés par des lois, mais aussi par l'existence de certaines catégories d'Hunters, comme les Hunters de la Blacklist, qui traquent les dangereux criminels, les crime Hunters, les hackers Hunters, les terroristes Hunters, etc. Bref, en clair, il existe des organismes destinés à protéger ou à punir le crime. Mais il y a aussi la réalité telle qu'on la voit dans le manga. Déjà, par le manque de conséquences vis-à-vis des crimes commis. Jamais Hisoka n'est puni des crimes qu'il a commis. C'est le cas aussi de Binolt, qui présente une facette intéressante car il se rend de lui-même aux autorités. S'ajoute à ça le motif pour lequel moult personnes s'intéressent à la licence de Hunter, et c'est tout simplement pour mieux tuer, pour avoir plus d'informations, pour être déchargé des responsabilités pénales. La licence de Hunter octroie bien plus de droits, de possibilités sociales. Elle agit comme une sorte d'ascenseur social qui octroie des droits que l'on ne peut retrouver ailleurs. Dès lors, lorsque l'on veut procéder à un brassage au niveau de l'examen, en fonction des objectifs de chacun, pour avoir une association plus humaine, comme Terradine le souhaitait, il se fait éliminer pour pouvoir garder les acquis sociaux. Mais du coup, quel est l'intérêt derrière cette banalisation du meurtre? À quoi ça sert? Pourquoi faire? Dans cette 3e partie, on va réfléchir et déterminer des pistes de réflexion. L'un des premiers effets recherchés reste de brouiller la frontière morale entre les protagonistes et les antagonistes. On arrête les débats sur les moyens utilisés, vu que les 2 camps utilisent le meurtre comme un moyen légitime de combattre l'autre. Là, l'intérêt c'est de replacer le débat autour des thématiques plutôt que s'intéresser au comment, c'est-à-dire à la réalisation de l'action. Ici, la question ça va être pourquoi. Mais surtout, cela nous interroge sur la réalité de ce que peut être le bien ou le mal. Aucun personnage ne suit la même moralité. Aucun ne se situe dans notre propre spectre moral. Chacun a sa propre moralité parce que chacun suit ses propres intérêts. À commencer par Gon, Kiruapika, Meruem. En fait, tout ça, c'est une histoire de survie. On a un ensemble de personnages qui ne se définissent que par le jeu. Le monde de Hunter x Hunter est avant tout un monde profondément individualiste. L'homme est un loup pour l'homme. Cela nous conduit au second point. Le meurtre est le démonstrateur d'une société décadente. Elle est la résultante d'une faillite morale. La banalisation du meurtre traduit surtout une certaine déviance, car si dans d'autres mangas on présente le meurtre comme prépondérant lorsque la population n'est pas cadrée, en situation de crise, ici on nous présente une banalisation du meurtre au sein même d'une société avancée
est relativement comparable à la nôtre, de par les cadres sociopolitiques qu'elle affiche. Et ça c'est intéressant, car elle prend à contre-pied l'image que l'on peut se faire. Mais avant tout, on voit régulièrement lors de la lecture que si la personne est inter ou provient d'un statut social supérieur, par exemple le cas des princes, le meurtre est moins remis en cause. Aucun questionnement sur celui-ci. Et là, très clairement, il y a une volonté à la fois de montrer une injustice, une inégalité, mais aussi une volonté de critiquer une élite défaillante moralement. Finalement, le meurtre permet de poser une question qui est prépondérante dans Hunter x Hunter. Quel est le sens de la vie ? Parce que si l'on décrit l'homme comme une bête individualiste, s'inscrivant dans une société régie par la loi du plus fort, il est nécessaire selon moi de pouvoir s'intéresser à un dernier point, c'est-à-dire le poids de la vie humaine. Lors de ma lecture, je me suis toujours demandé comment on pouvait si aisément tuer de manière aussi impassible. Pourquoi le combat Chrollo contre Hisoka se place au sein d'une arène composée de milliers de personnes innocentes? Alors sûrement pour des raisons stratégiques de la part de Chrollo. Mais devant le nombre de cadavres, de morts, on peut comprendre que la vie des spectateurs n'a pas tant d'importance ni pour Hisoka, ni pour Chrollo, ni pour les lecteurs et encore moins pour la société humaine. L'homme ne serait qu'une entité vide de sens. On dresse un portrait très peu valorisant de l'homme. Pour autant, je ne suis pas sûr que Togashi en arrive à cette conclusion. L'homme est bourré de contradictions. Il peut être aussi magnifique que maléfique. Il peut aimer autant qu'il peut haïr. Il peut faire le bien autant qu'il peut faire le mal. Et c'est en ça que l'homme est fascinant. Merci à tous de m'avoir écouté. Si le sujet vous intéresse plus en profondeur, je vous invite à écouter le podcast que l'on a créé cet été sur Hunter x Hunter. Je vous le mets en description. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous dis au revoir et à bientôt.